Le renforcement musculaire, ça ne s'adresse pas qu'aux sportifs, loin de là. Et on va vous montrer quelques exemples appuyés sur beaucoup de données de la littérature. Finalement, dans le continuum de la chargeabilité, on avait le stress métabolique tout en bas, ensuite le stress mécanique, et là on va voir les deux méthodes de développement de la force qui seront les efforts répétés et les efforts maximaux. Et vous verrez finalement que efforts répétés, ça va beaucoup ressembler au stress mécanique pour l'hypertrophie, et par contre efforts maximaux, quelque chose de bien différent. Là, on est sur un cas clinique. L'idée, c'est de remobiliser un peu toutes les connaissances des 2 jours. En fait, l'idée, ça va être pour eux de planifier. On leur a donné un cas avec des déficits, et ce qu'on attend, c'est qu'ils identifient des objectifs prioritaires et qu'à partir de ces objectifs, ils puissent faire une planification. En fait, la planification, on pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez fait en kiné, et du coup, là, on veut vraiment qu'ils se projettent sur 3 grosses phases macroscopiques, donc sur plusieurs semaines, et que sur chacune de ces phases, ils aient un exercice principal et ils puissent faire évoluer les variables de l'exercice pour vraiment maîtriser toutes les variables du renforcement musculaire. Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour 2 jours en immersion lors de notre formation renforcement EBP pour les kinés qui se déroule à Rennes. C'est une formation qui a pour but de faire de toi un expert du renforcement pour tes patients, qu'ils soient sportifs ou non. À l'intérieur, on partage toutes les nouvelles méthodes prouvées par la science pour programmer, périodiser et planifier le renforcement musculaire de la manière la plus optimale possible. Car on le sait, c'est une arme redoutable pour diminuer la douleur de nos patients. On y voit notamment comment bien analyser les besoins spécifiques de chaque patient pour savoir exactement par où commencer. En gros, est-ce qu'il faut plutôt développer la force, l'hypertrophie, la puissance, ou même dans certains cas, rien de tout ça. Et ouais, tu vas le voir dans quelques secondes. Ensuite, on verra comment avoir le bon discours pour faire adhérer immédiatement notre patient à nos traitements et qu'il fasse bien ses exercices. Puis les clés pour bien choisir ces exercices qu'on lui donne et bien les réaliser. On parlera aussi des outils de suivi et d'optimisation pour te permettre de suivre la progression de tes patients. Et bien sûr, on verra toute une ribambelle d'outils et de techniques pour rendre le renfo non seulement plus fun pour vos patients, mais aussi plus efficace et plus rapide à mettre en place. Parce qu'en 30 minutes de séance, il va falloir réussir à faire un travail super efficace dans un laps de temps très court. Bref, une vraie formation comme on les aime chez Training Therapy, 50% de théorie, 50% de pratique, pour pouvoir l'appliquer dès le lendemain au cabinet. Mais je vais pas m'éterniser, cette intro, elle est déjà bien trop longue. Donc je pars retrouver Maxime et Thibaut, nos 2 formateurs du week-end. D'ailleurs, j'en profite juste avant d'arriver, si toi aussi tu veux suivre une de nos formations en présentiel, tous les liens sont en description. Tu peux aller checker les dates et les lieux disponibles, on donne des formations partout en France. Allez, c'est parti. Donc bienvenue à tous ici à Rennes, c'est 2 jours de formation sur le renfort, on est très content de vous accueillir ici. Avant de me présenter, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a voulu créer cette formation de renforcement et à quoi elle va répondre. Avec notre pratique qui s'est diversifié au fur et à mesure, on a été amené donc à rencontrer différentes situations, que ce soit au cabinet, avec des patients, et un point très important qui me tient vraiment à cœur, c'est avec des patients qui ne sont pas uniquement sportifs. Comme on le verra dans la formation, le renforcement que l'on veut vous proposer, que l'on veut un petit peu diversifier, il s'adresse à tout le monde. Je vais poursuivre du coup, donc bonjour à tous, merci déjà à vous d'être là pour ces 2 jours qu'on s'apprête à passer ensemble. Donc moi je suis Thibaut, je suis kinésithérapeute depuis maintenant 10 ans. Je me suis assez rapidement orienté vers des formations tantôt universitaires ou tantôt cliniques autour de la kiné du sport et plus récemment de la préparation physique que j'exerce depuis maintenant 4 à 5 ans en parallèle de mon activité de kiné. Et là je viens hier de soutenir pour un master en préparation physique pour continuer un peu dans cet apprentissage, disons sur le versant universitaire qui continue à m'intéresser. J'ai donc aujourd'hui une pratique assez hybride avec un mi-temps à peu près au cabinet. Également j'accompagne un club de rugby en tant que préparateur physique et je suis kiné et prépa physique référent des pompiers de Loire-Atlantique, je travaille sur Nantes. Et à côté de ça, comme Maxime et comme pas mal de monde chez Training Therapy, je fais du suivi et du coaching à distance, plutôt sur la partie réhab. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui m'a énormément appris, notamment le concept de planification, de vision à long terme. Alors, qu'est-ce qui vous limite dans la planification? Moi, par exemple, tout simplement, ça va être comment je vais choisir mon nombre de répétitions pour tel objectif. Okay. J'ai une notion de base de voilà, si je veux de l'endurance ou de la force musculaire ou l'hypertrophie, mais refaire un point là-dessus. Tu sais quand tu veux faire de l'endurance, tu sais quand tu veux faire de la force ou de l'hypertrophie, mais tu sais pas quand tu veux faire par exemple force ou hypertrophie. C'est ça. Quelle modalité utiliser? Ouais, tout à fait. Moi j'aimerais bien savoir aussi comment savoir faire de l'hypertrophie, force musculaire, parce que j'ai vraiment pas trop de notions là-dessus. Là je sais que j'ai des patients qui sont douloureux et juste savoir comment adapter le renfo à cette douleur. Et avoir une bibliothèque d'exercices peut-être un peu plus large. Surtout pour le dos, et même adapter le renfo à des personnes qui de base sont pas du tout motivées, qui viennent juste pour le social. C'est la conversion d'un stimulus mécanique en un message électrochimique, message qui,
modifie l'expression même du génome à l'intérieur de la cellule. Cette modification du génome, qu'est-ce qu'elle engendre? Des adaptations structurelles. Donc en fait, on est vraiment sur un système comme une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'à la base de tout, il y a du mouvement. On va voir que quel que soit le mouvement. Et on va voir que le mouvement, d'ailleurs, il dépendra du tissu qu'on vise. C'est-à-dire, prenons par exemple des cellules osseuses, elles répondent favorablement à des contraintes en compression. Si on prend du tissu musculaire, on parlera contraction-relâchement. Système tendineux ou fascia, ça pourrait être des étirements. Bref, chaque cellule va répondre favorablement à des compressions, à des étirements, à des cisaillements. Il va falloir donc adapter le mouvement qu'on va mettre au type de tissu qu'on vise. Et donc cette cascade de réactions qui, répétées, modifie l'expression de la cellule et c'est ce qui permet de créer des adaptations structurelles qui sont souvent des choses recherchées. On part d'une échelle macroscopique, un mouvement fonctionnel comme un squat. Qu'est-ce qui se passe? Pendant le squat, il y a un cycle de contraction-étirement à l'intérieur du muscle quadriceps. Réaction donc intercellulaire. On a ces ponts d'actine-myosine qui sont stimulés. Donc on a à la fois un stimulus mécanique qui transmet un message électrique et chimique. C'est comme ça que se forme finalement la cascade de réactions musculaires. Ce mouvement, s'il est répété, va avoir une action à l'intérieur même du noyau de la cellule, noyau qui contient l'expression de notre génome, et derrière, chaîne inverse, c'est-à-dire qu'il va y avoir une transcription génétique et on va remonter en macroscopique avec des adaptations. On verra par contre que pour avoir des adaptations, il y a des choses qui sont fondamentales à respecter. Dans ces choses fondamentales, c'est notamment le dosage. Mais on pense aussi par exemple à la récupération. C'est que s'il n'y a pas de mécanotransduction, en réalité, il n'y aurait pas de kiné. Et même la thérapie manuelle génère de la mécanotransduction. C'est juste que c'est pas forcément les mêmes tailles d'effet que sur la pratique d'exercice actif, ce qu'on va appeler le renforcement musculaire. Et là, on va insister tout au long de ces 2 jours sur cette notion de quantification, sous-entendu de traçabilité, de savoir combien on prescrit, pourquoi, et pas naviguer à l'aveugle. Là, ils sont en train d'utiliser le questionnaire qu'on a élaboré pour évaluer rapidement les capacités de récupération du patient au cabinet. C'est le questionnaire brillant, élaboré par mes propres soins. Non, sans blague, c'est un questionnaire qui va être en 5 parties, qui vont être chacune dédiée à un type de la récupération, donc le sommeil, hydratation, nutrition, stress et gestion de la charge. Très facilement, rapide surtout, parce que c'est l'enjeu la plupart du temps, c'est le temps. Donc très rapidement mobilisable avec les patients et simple d'utilisation. Bon, la théorie c'est bien, mais pour progresser en renfo, il faut absolument pratiquer. Et pour bien pratiquer, il faut maîtriser les bases d'un concept clé qu'on appelle la mobilité. Max et Thibaut vont tout de suite expliquer ça à tout le groupe. Le contrôle moteur. Petit rappel sur le contrôle moteur, c'est juste la capacité à allumer un muscle, on-off. On ne parle absolument pas de capacité à produire de la force de manière importante ou pas, c'est juste est-ce qu'il s'allume ou est-ce qu'il s'allume pas. Sur le contrôle, j'ajoute une chose, donc là ces techniques de souplesse qu'on vous montre, elles s'intéressent à une hypoextensibilité du tissu myo-aponévrotique. Mais si le déficit d'amplitude, il est en lien avec par exemple un conflit ostéo-articulaire, c'est pas ces techniques qui vont être efficaces. Et là, c'est votre arsenal de techniques de thérapie manuelle ou des techniques type Mulligan où on vient faire du mouvement, la mobilisation associée au mouvement. Enfin bref, donc dites-vous que à ce spectre-là, c'est votre bilan, votre raisonnement qui vous permettra de choisir les techniques appropriées au déficit de mobilité ostéo-articulaire ou myo-aponévrotique. En fait, l'idée, c'est que si on pratique des techniques de renforcement musculaire alors que notre patient n'a pas une amplitude suffisante ou un contrôle suffisant, on risque de ne pas être efficient dans nos techniques et de ne pas avoir les résultats escomptés. Ouais, c'est un prérequis. Après, en fait, nous, on présente un modèle pyramidal et l'idée, c'est de voir que tous les patients vont pas avoir besoin de tous les niveaux dans la pyramide. On commence par exemple par les tissus mous. Il y a plein de patients, on n'aura pas besoin de travailler les tissus mous avec eux. Par contre, peut-être la souplesse, mais pas nécessairement. Souvent, le contrôle est un prérequis. Donc, travailler le contrôle moteur de fin d'amplitude avant d'aller travailler sur du renforcement à proprement parler. C'est vrai qu'il y a souvent au début déjà un amalgame entre mobilité et souplesse et les gens résument beaucoup ça aux étirements. Et comme Max le disait au groupe, c'est vrai que les étirements passifs avant du renforcement musculaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Déjà on diminue un peu les niveaux de force, puis on n'est pas sûr que ça soit le plus efficace. Donc pas vraiment approprié. Mais en fait la mobilité c'est pas forcément ça. Comme je vous le disais, c'est vraiment cette notion de pyramide. Et par contre faire du développement du contrôle, comme je le disais, en pleine conscience, c'est ça qui est important. Donc d'aller explorer ses capacités articulaires avant le renfort, là oui c'est pertinent. Parce que derrière, on ira renforcer dans une amplitude optimale et surtout avec un niveau d'activation et conscient déjà préalablement établi.
Ça fait toujours partie de l'échauffement, plus ou moins long en fonction du temps qu'on a. On peut aussi faire des short sessions, des choses un petit peu plus rapides. Puis ça va bien sûr dépendre de l'intensité de notre séance qu'on va aller chercher derrière, des amplitudes qu'on va aller chercher. Mais oui, bien sûr, dans l'échauffement, il faut intégrer de la mobilité. Disons que sur une séance d'1 heure, je pense que c'est intéressant d'avoir un minimum de 10 minutes permettant d'explorer. Encore une fois, c'est aussi la notion de conscience. Et donc 10 minutes, ça me semble incompressible. Après, on peut aller bien sûr chercher plus loin si l'objectif principal de la séance est la mobilité. Mais si l'objectif principal de la séance c'est le renfort, c'est gagner en force, on va mettre peut-être 10 minutes au début, voire 5 minutes si vraiment on a moins le temps et qu'on veut être un peu précis sur une articulation. Bon, maintenant je sais que tout le monde se pose la même question. Quelle variable je dois suivre lorsque je propose du renforcement musculaire? Le temps de récupération, la vitesse d'exécution, le poids? Maxime et Thibaut répondent à toutes ces questions avec tous les participants pendant un super brainstorming. Si, avec ce patient-là, je ne peux pas charger, pourquoi je ne pourrais pas charger avec le patient? Parce qu'il est douloureux, c'est ce qui amène le patient à du temps à consulter. Et je vais pouvoir diminuer la charge, mais augmenter le tempo pour essayer de gagner sur un autre endroit de là où j'ai perdu. Donc dans ce cas-là, charge plus faible, mais tempo plus important, un temps sous tension plus important. Il faut que le temps de repos soit suffisamment important pour maintenir la même charge au fur et à mesure des séries, mais le moins important possible. C'est-à-dire que si avec 1 minute 30 on arrive à maintenir une charge élevée, on va faire une 30. Si il arrive à maintenir la même charge avec une 15, on prendra une 15, tant que ça n'impacte pas la charge. Donc en gros, c'est la récupération la plus courte qui permet de maintenir la charge la plus élevée. La plus élevée, on s'entend, dans la gamme de répétitions qu'on a vue, à savoir 8 à 15 reps. Alors pour l'échec, il faut être proche de l'échec sans forcément l'atteindre. En gros, d'où ça vient l'échec? Ça vient de certains papiers qui sont sortis qui montraient que peu importe la charge que je vais utiliser, si je prenais entre 30 et 70% de ma RM et que j'allais à l'échec, c'est tout aussi efficace. Donc en gros, que je fasse 30% de ma RM, une charge relativement faible, j'allais à l'échec, 70%, j'allais à l'échec, c'est la même chose. Sauf que là-dessus, il y a plusieurs choses. C'est que aller à l'échec, ce n'est pas possible sur chaque série, chaque semaine, parce que ça va amener trop de fatigue nerveuse. Et donc ça ne sera pas maintenable dans le temps. On peut aller à l'échec de manière ponctuelle, pourquoi pas sur la dernière série de l'exercice, mais pas sur chaque série. Parce que ça va venir trop impacter la fatigue nerveuse, donc la capacité justement à produire de la force. Là, on est en train de voir les différents éducatifs autour du Romanian, parce que c'est un exercice qui est très souvent mal réalisé par les patients, et donc c'est important de voir les différentes consignes qu'on peut donner en fonction des différents types de déficits techniques que l'on retrouve. Tu veux plus stimuler l'ischio ou fessier ou le bas du dos? Non, là déjà on est juste sur la réalisation technique, avec surtout, on va pas se mentir, soit le placement du dos qui est pas bon, soit la flexion de genou qui est trop importante. On m'a dit qu'on préférait les exercices unilatéraux. Là, c'est un très bon exercice. Quel est l'élément le plus limitant de cet exercice-là? C'est la stabilité, effectivement. Et c'est ce qui va faire qu'on va pas pouvoir énormément charger cet exercice-là. On va commencer notre mise en charge progressive et on va voir qu'on va distinguer plusieurs types de rééducation, ça va être juste sur les slides. Au début, on va faire souvent l'hypertrophie, d'accord, plus ou moins associé à de la mobilité s'il y a un déficit de mobilité. On le verra, ça quand travailler telle qualité musculaire, ça sera relatif aux objectifs et donc aux déficits que l'on retrouve au mobilité. Pas de déficit de mobilité, pas d'intérêt à faire de la mobilité. Donc on va commencer sur l'hypertrophie qui va permettre d'initier la remise en charge progressive, 15-20 reps, puis au fur et à mesure, on va diminuer le nombre de répétitions, 15-20 reps, 10-12 reps, 8-10 reps, 6-8 reps, pour basculer tranquillement vers du travail de force. Forcément, à chaque fois, la charge elle augmente, vu qu'on diminue le nombre de reps, nécessairement on augmente la charge. Pour terminer, la plupart du temps avec nos patients qui n'ont pas d'activité physique ou sportive ici, sur le travail de force, les patients qui ont une activité physique ou sportive, on ira sur la puissance-vitesse. Mais généralement, avec les patients sédentaires ou non sportifs, on s'arrêtera là. Ça ne servira à rien d'aller chercher de la puissance-vitesse, car ce ne sont pas des contraintes que l'on rencontre dans les activités pro ou quotidiennes habituelles. On va utiliser les modalités d'hypertrophie pour le contraindre à une charge qui va être de plus en plus importante et qui va en fait préparer le patient à quoi? À la force. Pour le choix des exercices, ce qui est intéressant, ça va être de varier la tension, mais de privilégier quand même les exercices polyarticulaires. L'idéal, comme vous a dit Thomas tout à l'heure, ça serait de les associer, d'accord, de faire et du polyarticulaire et du monoarticulaire. Mais bien évidemment, ça va dépendre aussi du groupe musculaire. Très bon exemple, c'était les biceps et le quadri. Moi, sur les biceps, on va peut-être pas faire des tractions, d'accord, peut-être faire plus du biceps curl. Sur les quadris, est-ce qu'on ferait que du leg extension? Je suis pas sûr non plus, d'accord. Donc, c'est adapté en fonction du groupe musculaire que vous avez en face de vous. Mais l'idéal, ce serait d'associer les deux. Et donc, la récupération, comme je vous disais tout à l'heure, il faut le temps de récupération le plus bas
qui permettent de maintenir la charge et le nombre de répétitions. Je fais par exemple 8 répétitions à 50 kg développé couché. J'ai pris une 30 de récup, j'arrive à en faire que 6. Bon bah là c'est pas bon, on va peut-être augmenter à 2. J'ai pris 2 minutes de récupération, j'ai réussi à maintenir mes 50 kg et mes 8 reps, mais sur la dernière série vraiment, la dernière rep elle était très dure. Bon bah là, c'est qu'on est plutôt pas mal, on est sur le bon temps de récupération. On est sur le temps de récupération minimal qui permet de ne pas diminuer la charge et le nombre de reps. Et ça, comme on en parlait tout à l'heure en aparté, essai-erreur. Malheureusement, en kiné, on n'a pas mieux, mais ça marche très bien. S'il fallait faire un choix entre une récupération très courte et une récupération très longue, bah plutôt une récupération très longue. Pourquoi? La récupération courte favorise quoi? La récupération courte favorise le stress métabolique, la brûlure. La récupération longue favorise le maintien de la charge, donc le stress mécanique. Lequel des deux est le plus important? Donc plutôt récupération longue, si on doit trancher entre les deux. Mais nous, vu qu'on veut le combo optimal des deux, et bah on veut aller chercher un petit peu plus précis que ça. Donc là, c'est une fiche que je vous ai créée par rapport aux différentes variables, d'accord, que vous pourrez avoir sous la main pour avoir toutes les données probantes par rapport aux variables de l'hypertrophie. Nous, ce qu'on veut, c'est pas vous donner une recette, d'accord? Parce que ça n'existe pas en hypertrophie. Ce qu'on veut, c'est que vous compreniez l'impact de chaque variable pour réussir après à les manipuler en fonction du patient que vous avez en face de vous. Petit point sur le BFR, qui est vraiment un outil, je pense maintenant, qui est quasi indispensable en rééducation. En tout cas, qui apporte une énorme plus-value. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le BFR, on va avoir des résultats sur un tas de choses, mais à la base, c'était décrit sur l'hypertrophie. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que c'est bénéfique sur quasi tout. On se demande même sur quoi c'est pas bénéfique. Avec des charges faibles. Donc, par exemple, j'ai mon patient qui peut faire du leg extension sans avoir mal à 3 kg. Si je mets 4 kg, 5 kg, il a mal. On est en début de rééducation, par exemple, pour un LCA. On est d'accord que pour faire de l'hypertrophie à 3 kg, on va devoir en faire un certain nombre de reps avant que ça provoque de l'hypertrophie. Parce qu'on a une contrainte tolérable qui est relativement faible. On va mettre le BFR. Le BFR, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une occlusion partielle. Avec cette charge-là, je vais avoir les mêmes résultats d'hypertrophie qu'avec une charge très élevée. Et donc, en fait, ça permet de faire de l'hypertrophie chez des patients qui ne peuvent tolérer qu'une contrainte très faible. Donc, en fait, sur tous les débuts de rééducation, en traumato notamment, mais également sur les patients qui sont très irritables, bah, c'est ultra intéressant parce que je vais pouvoir provoquer l'adaptation sans trop charger. Impec. C'est quoi le projet là? Là, on va expérimenter le stress mécanique pour travailler l'hypertrophie chez les patients. Ok. Et donc là, on a un test de d'IRM, ce qu'on ferait pas réellement en réalité avec les patients, mais pour qu'ils se rendent compte en fait tout simplement qu'ils sont capables de faire plus que ce qu'ils pensent au début, ce qui est le cas en fait avec la majorité des patients, mais il faut qu'ils l'expérimentent pour vraiment y croire. Et après, 2 séries de 8 à cette charge pour expérimenter le RIR 2-3, ce que l'on conseille généralement pour favoriser l'hypertrophie avec les patients. C'est un exercice quand même technique. On est sur une première fois pour la plupart. Je suis agréablement surpris de la maîtrise technique. Je trouve que vraiment d'année en année, les mouvements sont de plus en plus maîtrisés malgré que ce soit une première fois. C'est vrai. De plus soit ce que vous venez de dire. Bon, il m'impressionne hein, les participants, il y en a pas mal qui n'ont jamais fait de back squat. Sachant que tu as vu beaucoup de sessions de formation quand même. Ouais, et là tout le monde déjà a envie d'en faire, c'est cool. Et franchement, il y a une super bonne technique, on a adapté quelques petits paramètres. Pour un groupe avec pas mal de coureurs, c'est... Ouais, quasiment que des coureurs. Et comme quoi, les coureurs, pas forcément faire que de la course. Un peu de renfort, ça fait pas de mal. Donc là, on va d'abord calculer finalement sa pression d'occlusion complète. Donc pour ça, on a des degrés d'estimation, mais l'idéal, c'est d'avoir un écho-doppler et d'aller se baser sur le pouls pédieux. Donc là, il n'y a pas de doute pour lui. Et moi, je vais monter mon occlusion jusqu'à perdre totalement le pouls. Donc là, j'ai plus de pouls. Et je vais faire redescendre tranquillement ma pression jusqu'au premier battement. Donc là, pour lui, je suis à 210 mm de mercure. Chez Maxime, dans cette condition-là, quand je dis cette condition, ça veut dire là, il n'a pas sollicité son muscle, donc il est globalement au repos. À 210 mm de mercure, il y a une occlusion à 100%. Le top, ça serait de le faire avant un échauffement, de manière à déjà avoir un peu d'hypertrophie, un peu de congestion, parce que du coup, la mesure serait peut-être pas exactement la même. On doit tout le temps être en contact avec les tibias, le genou. Et puis c'est pour ça que les personnes qui font du deadlift, elles ont des chaussettes hautes et des lycras, parce que sinon, on finit avec les jambes qui saignent. Pour le style aussi, mais. Pour le style aussi, c'est vrai. C'est normal qu'on le sente pas forcément travailler. De quoi? Sur cet exercice-là, qu'on ne sente pas travailler quoi? Le dos. Oui, parce que là, c'est... je sens plutôt mes ischios d'hier en fait. Là, c'est pas chargé, t'es courbaturé. Dans tous les cas, ça te bosse aussi les ischios. Okay. Ça met moins l'accent sur les ischios que celui d'hier, mais ça les bosse quand même. Oui.
Un exercice que tu fais souvent, Max? Pour les patients, tous les lombalgiques en réalité. Okay. À la barre ou au kettle? Non, plutôt au kettle. Au kettle. Là, à la barre, c'est pour des raisons pratiques, mais ouais, au kettle, ça se fait assez bien. Et généralement, ce que je disais, c'est 20% du poids de corps en objectif final, c'est plutôt atteignable par tout le monde. C'est quoi les instructions de réalisation là-dessus? Le plus important, pourquoi? Le plus important, ça va être surtout de garder, je peux pas en cibler qu'une instruction, mais ça va être surtout de bien engager sa flexion lombaire, parce que très souvent les patients ils vont faire un pattern de hanche, et donc parce qu'ils ont peur en fait de ce mouvement-là, et donc il n'y aura pas le travail spécifique au niveau lombaire. Ok, alors là c'est ça qui t'intéresse pour réduire le coup. C'est l'intérêt de cet exercice-là. Ok, stylé. Sur cet exercice-là, vous allez le sentir, la difficulté va être conditionnée par l'amplitude que je vais mettre sur mon mouvement de hanche. Plus je vais aller en extension de hanche, plus ça va être dur, parce que l'objectif ici est de venir lutter pour le coup contre la lordose provoquée par l'extension de hanche. On ne veut pas que le fait de faire une extension de hanche vienne majorer la lordose lombaire. Et donc c'est pour ça qu'on va demander un engagement important au niveau transverse et abdos qu'on aura appris aux patients à maîtriser au préalable, bien évidemment. Le plus important lors de la rééducation, c'est d'améliorer les capacités des tissus de nos patients vis-à-vis des contraintes que leur vie leur impose. Et pour ça, le plus pertinent, c'est d'augmenter la force maximale. On va donc voir comment faire ça simplement avec le matériel et les moyens du cabinet. Donc on va voir ensemble comment développer la force de nos patients. Et bien évidemment, tout cela commence par déjà la notion d'évaluation. Donc on se rappelle que c'est une phase qui doit suivre la phase préparatoire, la phase d'hypertrophie, phase qui sera plus ou moins longue en fonction des capacités initiales de notre patient. Comme on se le disait, ces cycles d'hypertrophie, ça peut mettre 6 à 12 semaines chez des patients pas entraînés, mais ça peut aller beaucoup plus vite chez des patients qui sont déjà habitués à travailler en force. Donc l'évaluation de la force, vous vous rappelez, je vous ai parlé en préambule de protocole où ils avaient simulé de la douleur puis simulé de l'œdème et ils avaient regardé les niveaux de force. Donc voici ici les références. Donc la première étude elle avait été faite en 2013 et on se rend compte que au moment où on vient juste après avoir injecté une solution qui venait irriter, qui venait créer de la douleur, on avait une chute de 20 à 30% des niveaux de force maximale volontaire. Niveau de force qu'on récupérait une fois 20 minutes post-condition, donc une fois que le corps avait finalement éliminé la solution douloureuse. Donc la douleur va induire un déficit d'activation et donc de production de force. Donc encore une fois, attention quand on évalue le niveau de force, est-ce que c'est une douleur ou un œdème qui inhibe cette production de force ou est-ce que c'est réellement un déficit de force? Un an après, ils ont répliqué la même étude et cette fois-ci, ils ont voulu aller plus loin. Ils se sont dit, bon, la douleur inhibe la force, mais est-ce que la douleur inhibe ou altère les patterns moteurs, les schémas moteurs? Et en fait, ils se sont rendus compte effectivement que non seulement la douleur inhibait donc la production de force au niveau local, mais désorganise aussi le schéma moteur de l'ensemble du membre. Donc là, vaste médial, ok, mais également ischio-jambier, gastrocnémien et fessier. Donc au-dessus et en dessous, il y avait une altération de ces activations motrices et donc de la manière dont le mouvement était réalisé. Et là, on se dit par exemple que dans les sports co ou peu importe, dans le sport, quelqu'un qui se prendrait un impact entraînant de la douleur est nettement plus à risque derrière de se blesser pour les deux raisons majeures que ses niveaux de force et d'activation sont diminués et que potentiellement, il compense. Donc en fait, ses schémas moteurs sont altérés. Donc quand on évalue notre patient, est-ce qu'il est en condition avec de l'œdème, de la douleur? Oui ou non? Parce que si c'est le cas, on n'aura pas des mesures fiables des niveaux de force. Donc concrètement, pourquoi développer la force? Là, il y avait une grosse méta-analyse parue en 2020 qui mettait en avant que finalement un déficit de production de force au niveau des muscles ischio-jambiers était directement corrélé avec la probabilité de blessure. Probabilité de blessure sur le tissu en question, probabilité de blessure donc des ischio-jambiers, mais également probabilité de blessure sur le genou. Donc on sait que être faible est un facteur de risque. Il y en a plein des facteurs de risque, mais ça c'est un facteur de risque modifiable. On n'est pas en train de dire qu'on fait de la prévention des blessures, ça serait utopique de dire qu'on prévient des blessures. Disons plutôt qu'on diminue les facteurs de risque de blessure. Et ça on peut y agir à notre échelle. Comment? En renforçant les tissus. Et faut pas oublier qu'une blessure, c'est souvent le premier facteur de risque de récidive. Dans plein de pathologies, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que finalement, on retrouve post-blessure des déficits. Et notamment des déficits au niveau des niveaux de force. On ne retrouve pas les niveaux de force d'avant. Or là, les dernières recherches tendent plutôt à montrer que non seulement il faut retrouver les niveaux de force d'avant, par exemple si on compare sur des tests ISO, mais il faudrait même faire mieux qu'avant. Et c'est très rarement fait. Donc on comprend pourquoi il y a autant de récidives. C'est quoi ton background un peu sur le renfo, mec? Kiné du sport, on avait un petit bagage, mais bon, pas suffisant. Après, je me suis formé avec une formation
formation de terrain sur 1 an en préparation physique. Ça, c'était vraiment intéressant. Ça m'a donné plein de billes. Et là, je sors d'un master en STAPS aussi, un master 2. Et ça m'a donné ce côté recherche un peu plus poussé sur la neurophysio. Et du coup, ça me donne un bagage intéressant. Mais j'ai encore tellement de choses à apprendre. C'est quoi le truc que tu préfères faire avec tes patients si tu devais garder qu'une seule chose? Pour moi, c'est réapprendre vraiment à bouger sur l'ensemble du mouvement. Souvent, le patient, il se cantonne à être sur une partie du mouvement. Et en fait, l'idée, c'est de devenir fort, même en fin d'amplitude. Et à mon sens, c'est là où le patient, il se blesse beaucoup. C'est sur ses fins d'amplitude, course interne, course externe, qui développent pas assez. Donc peut-être être sur des exercices de contrôle. Tu vois, j'aime beaucoup travailler avec les épaules instables, les cervicales quand on sort de la position neutre, les membres, c'est pareil. Donc voilà, je dirais contrôle en fin d'amplitude. Le renforcement musculaire, ça ne s'adresse pas qu'aux sportifs. Loin de là. Et on va vous montrer quelques exemples appuyés sur beaucoup de données de la littérature. L'étude de Wingwood, c'était un protocole de 4 exercices réalisés chez des personnes âgées. La personne âgée, c'est quoi la problématique principale? Alors, les problématiques principales des personnes âgées, c'est quoi? Risque de chute, sédentarité, amyotrophie due à la sarcopénie et finalement beaucoup de choses qui vont être corrélées à un risque de mortalité. Donc là, ils avaient 3 fois 45 minutes par semaine, ce qui est quand même pas négligeable pour des personnes âgées, pendant 10 semaines. Ils avaient 4 exercices à faire, des squats, des pompes, des tirages et des pontées. Déjà, on s'imagine bien que les pompes, on est dans le pattern de pompe, mais avec des régressions. Peut-être des pompes à genoux, des pompes au mur, c'était les patterns. Et ils ont regardé un peu les effets que ça pouvait avoir. Et à leur grande surprise, il y a une augmentation de la masse musculaire. C'est possible d'avoir une augmentation de la masse maigre chez les personnes âgées. Diminution de la masse grasse. Les scores fonctionnels étaient améliorés et notamment, ils avaient testé au dynamomètre manuel la force de préhension. La force de préhension était améliorée. Force de préhension qui est directement corrélée avec le risque de mortalité. C'est juste que chez ces personnes-là, on va bien évidemment faire attention à toutes les comorbidités. On va faire attention à la fatigabilité. On va peut-être ajuster le timing de la journée aussi parce qu'ils vont avoir des pics de forme et des pics de sieste. Et on va adapter nos exercices à leur capacité articulaire, au risque de douleurs arthrosiques, etc. Mais le renforcement musculaire, ils peuvent bien y répondre. Et en 2 mois, on a des gains significatifs. Donc oui, mettre les personnes âgées au renforcement musculaire, c'est pertinent. Donc on est pas mal à prendre également en charge des patients douloureux chroniques. Plein de types de patients douloureux chroniques. Là, c'était une étude qui avait été réalisée sur une population de patients avec atteinte de fibromyalgie. Et en fait, quand on prend les recommandations actuelles de traitement de la fibromyalgie, ont été sorties récemment de ces recos les thérapies passives. Pas totalement à proscrire, mais nettement en deçà. Et la thérapie active par l'exercice prend beaucoup plus de place. Parce que là aussi, on a changé le paradigme par la compréhension qu'on avait. Donc, 2 séances par semaine, entre 4 à 20 répétitions par série, donc hyper variable, mais en même temps c'est la clé chez ces patients-là, c'est de pouvoir varier un peu. On avait une diminution significative de la douleur, c'est quand même pas mal, parce que la fibromyalgie est une pathologie de la douleur. C'est le système de la douleur qui pose problème, c'est pas le tissu. Et c'est là où du coup les thérapies passives ont été sorties. Ils se sont rendus compte que la thérapie, par exemple, de massage renforçait l'idée qu'il y avait une atteinte tissulaire. Or, en réalité, ce qui a le plus haut niveau de preuve, c'est tout ce qui va être éducation. Éducation thérapeutique, éducation à la douleur, gestion des facteurs de l'hygiène de vie. Donc, éducation en premier. Thérapie active, parce qu'on se rendait compte que ça avait un super impact sur la modulation de douleur. Sans doute pas par l'action tissulaire, mais plutôt par l'action dont on avait parlé en préambule, d'hypoalgésie induite par l'exercice. Et non seulement la douleur, mais aussi des facteurs comme la dépression, la qualité du sommeil. Et accessoirement, on avait une augmentation de la production de force, mais ça on s'en doute, mais c'était pas ici le plus important. Donc chez ces patients-là qui sont souvent très douloureux, il faut trouver des moyens, des portes d'entrée pour leur faire des exercices de renforcement musculaire. C'est juste qu'on va devoir sans doute détourner l'attention. On va devoir sans doute se réajuster au fur et à mesure de la séance. On va clairement pas aller déclencher la douleur. Donc on va aller travailler à distance. Et à la limite, peu importe, parce que le but derrière est pas vraiment de renforcer une structure, c'est déjà de diminuer la douleur globale. Et ça, c'est typiquement des patients qui vont commencer des séances par du travail aérobie. On va déjà induire une désensibilisation et on va être plus efficace à travailler. Un peu comme ce qu'on avait vu pour l'hypertrophie avec une méthode autour du stress mécanique et du stress métabolique. Là également, on va avoir 2 méthodes qui vont suivre un peu un continuum. Et là, on va voir les 2 méthodes de développement de la force qui seront les efforts répétés et les efforts maximaux. Et vous verrez finalement que efforts répétés, ça va beaucoup ressembler au stress mécanique pour l'hypertrophie. Et par contre, efforts maximaux, quelque chose de bien différent. Et on va justement commencer par la méthode des efforts maximaux. On va commencer par celle-ci parce que concrètement, c'est la méthode qui va être la plus efficace pour aller chercher des
haut niveau de force. Et paradoxalement, c'est celle qu'on va utiliser le moins en cabinet. Pourquoi? Parce que nos rééducations ne s'intéressent que rarement à des patients qui vont avoir besoin de niveaux de force proches de la 1RM. C'est assez rare, sauf si on a une patientèle spécifique. Néanmoins, c'est la méthode qui semble la plus pertinente pour améliorer la force maximum, en jouant notamment sur pousser au maximum tous les niveaux de coordination neuromusculaire. Donc c'est pas une méthodo qui est basée sur le développement de l'hypertrophie, c'est vraiment une méthodologie nerveuse. Par contre, c'est une méthodologie qui nécessite des techniques d'apprentissage très longues, qui est une méthode qui, si elle n'est pas bien effectuée, peut engendrer des contraintes articulaires importantes et du coup douleurs et blessures. Et on a dit favorise polyhypertrophie, ça c'est dans les avantages ou inconvénients. Pour le coup, ça pourrait être un avantage pour des sportifs qui auraient besoin de développer des hauts niveaux de force sans prendre de poids. On pense au sport à catégorie de poids. Mais du coup, pour nos patients au cabinet, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Monsieur Briand, quel est votre passif un petit peu sur le renfort? Le renfort, moi, ça a commencé il y a quelques temps. C'était quand j'avais 15 ans et que j'ai intégré un sport-études de rugby. Donc là, j'ai commencé à en pratiquer 1 fois par semaine. Et puis après, forcément, avec le rugby, ça s'est intensifié 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Donc là, c'est terrible. Je vais avoir cet été déjà 30 ans. Donc ça fait 15 ans, la moitié de ma vie. Donc t'as passé autant de temps à faire du renfort qu'à ne pas en faire. Exactement. Surtout que j'avais commencé avant, mais c'était pas de l'entraînement contre résistance, c'était du renforcement au poids de corps, quoi. Du coup, j'imagine qu'en 15 ans, t'as vu plein de méthodes différentes. Ah oui, j'en ai vu, j'en ai expérimenté, je me suis beaucoup trompé et donc j'ai beaucoup appris. Qu'est-ce que ça t'a appris justement vis-à-vis de tout ça? Est-ce qu'il y a des protocoles miracles? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont mieux que d'autres? Qu'est-ce que ça t'a appris de tester sur toi-même? Ce que ça m'a appris au fur et à mesure, c'est qu'à chaque fois on découvre une méthode, on a l'impression que ça va être la nouvelle méthode miracle. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de méthode miracle, qu'il faut vraiment rester ultra simple en s'appuyant sur des principes fondamentaux qui marchent quasi à chaque fois. Et après, bien sûr, on peut picorer à gauche, à droite des techniques qui peuvent être pertinentes pour cette personne-là à ce moment-là. Mais le principe, il faut qu'il reste très simple. C'est le principe de la préparation physique qu'on entend partout. C'est fucking simple pour les préparateurs physiques. Donc, il faut juste respecter ça, quoi. Les principes fondamentaux dont tu as parlé, ce serait quoi? Si tu peux en donner 2. Les principes fondamentaux, ça va être la progressivité. Vraiment être très progressif sur l'exposition à la contrainte et la régularité. C'est hyper bateau, mais c'est terriblement efficace. Je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais je te la repose. Si tu devais garder une seule technique de renfort pour tes patients en termes de thérapie active, ce serait laquelle? Une modalité, tu vois? Ça serait le tempo. L'utilisation du tempo qui permet en fait de s'adapter à n'importe quel moment de la rééducation en l'optimisant. Donc bien évidemment sur des mouvements dynamiques, donc entraînement contre résistance ou pas. Mais le tempo, je trouve, c'est vraiment l'arme ultime en rééducation. Du coup, quelle autre méthode de développement de la force on a et est beaucoup plus accessible en cabinet? La méthode des efforts dits répétés. Donc cette fois-ci, l'effort il sera toujours maximum, mais pas avec une charge maximum. Ce qui va se passer, c'est qu'avec la répétition, l'effort va devenir maximum. Sous-entendu, on va se rapprocher de l'échec. Ça, pour le coup, ça favorise l'hypertrophie. Et en fait, ce que je vous dis, c'est que ça doit vraiment vous faire penser au stress mécanique qu'on a vu dans l'hypertrophie. Tout simplement parce qu'en fait, c'est le continuum, c'est la suite de ça. Ça permet également une augmentation du nombre d'unités motrices recrutées, donc il y a quand même une stimulation nerveuse, neuromusculaire, mais pas poussée à son apogée comme c'est le cas dans la méthode des efforts maximaux. Le seul inconvénient, c'est que pour les pratiquants avancés ou ces populations spécifiques dont je vous ai parlé avant qui ont besoin de très haut niveau de force, ça ne sera pas adapté. Ça sera sous-chargé. Vous vous rappelez, en préambule de ce cours-là, je vous montrais le podium des évaluations de la force. On avait ISO, on avait dynamomètre et on avait calcul de la 1RM. Donc qu'est-ce qu'il en est de la 1RM réelle? C'est une super méthode d'évaluation de la force maximum. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cependant, sa réalisation, elle est complexe, parfois un peu utopique. Pourquoi? Parce que ça nécessite d'avoir une excellente technique, ça nécessite donc un temps d'apprentissage qui est long, et surtout même un temps long pour arriver jusqu'à une évaluation. Donc parfois c'est désadapté, décorrélé d'un bilan kiné, on n'a pas beaucoup de temps. Clairement, un protocole pour aller chercher une 1RM, c'est une bonne demi-heure. Si on a de la fatigue, qu'elle soit mentale, nerveuse, physique, ça biaise notre évaluation parce qu'il faut une intention maximum et donc on pourrait avoir une évaluation qui serait vraiment biaisée par un niveau de fatigue. Donc c'est pas que c'est impossible au cabinet, c'est faisable, mais c'est pas simple et surtout c'est pas forcément nécessaire. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus facilement? Des estimations de notre 1RM. On a des tableaux de corrélation qui dans certaines conditions peuvent être assez adaptés.
Protocole là, monsieur Briand? Protocole APRE, protocole APRE. C'est un protocole qui fait le développement de la force autour du CRM. Ok. Ce qui est assez intéressant, c'est que la charge est évolutive de séance en séance, et donc de semaine en semaine. Et on sait que les patients, ils évoluent assez rapidement sur le travail de force, donc ça permet de suivre leur évolution de semaine en semaine. Okay. Et en plus, c'est un protocole qui est assez ludique, avec des premières séries qui permettent de monter en charge progressivement, assez court, donc ça répond assez bien aux contraintes qu'on a au cabinet, donc ça en fait un protocole de choix. Ok, qu'est-ce qu'ils font du coup là, en termes d'échauffement? Là, on va partir sur les premières séries du protocole qui vont constituer en soi la dernière partie d'échauffement. On va partir sur 10 répétitions à 50% du CRM, 2 minutes de récup et 6 répétitions à 75% du CRM. Comment ils connaissent leur CRM? Leur CRM, on la connaît plus ou moins, c'est une estimation. On a fait un travail hier autour de la DRM. Et donc à partir de la DRM, grâce à des tables, à des équations et un produit en croix, on arrive à trouver une estimation de cette CRM qui bien évidemment ne reste qu'une estimation mais qui est toujours utile. Donc combien de séries ils font en tout? On a 4 séries mais uniquement 2 séries qui sont réalisées à CRM qui sont 2 max de reps. Ok, donc l'objectif c'est de dépasser le 6 CRM. L'objectif évidemment c'est de faire plus que 6 reps pour pouvoir augmenter la charge sur les séances suivantes et donc au fur et à mesure gagner en force. Du coup à chaque fois tu réévalues ton 6 CRM à chaque séance. C'est exactement ça. Dans le protocole. Dans le protocole, donc hyper intéressant. La première fois que vous faites une formation où vous mettez autant d'intensité? Bah clairement, ouais. Ça fait plaisir ou c'est le contraire? C'est agréable. Ça squatte 2 jours de suite quand même. Carrément. Après c'est important pour ressentir ce que ressentent les patients. Clairement. En attendant, ils s'attaquent avec des wall balls quoi. Petit conditioning déjà pour se mettre en jambe. C'est quoi l'intérêt des EMOM, Max? L'intérêt des EMOM, pour moi, l'intérêt principal, c'est vraiment de venir apporter un côté ludique au renforcement avec les patients et de varier un peu les formats que l'on propose. On est beaucoup dans les circuits training, beaucoup dans les séries uniques. Et donc là, c'est pour les piéger un petit peu. Et aussi pour le côté cardio, ça peut être intéressant. Ouais, puis au final, je mets une grosse fréquence de travail. En relativement peu de temps. Ouais. Donc ça répond assez bien aussi aux contraintes du cabinet. Hein. Pour le coup, on a peu de temps. Et là, on est efficace et efficient surtout. Donc là, on va s'intéresser au rachis cervical. On va aller voir le groupe musculaire des fléchisseurs et le groupe musculaire des extenseurs. C'est les deux groupes musculaires à proprement parler qui composent le rachis cervical parce que finalement, les mouvements d'inclinaison et de rotation sont faits par ces mêmes muscles en contraction unilatérale. La subtilité, c'est qu'on va s'intéresser d'abord aux fléchisseurs profonds. On va essayer de contracter que eux avant d'aller contracter les fléchisseurs superficiels. Donc allongé sur le dos, les deux pieds à plat. Je vais vous demander de venir palper vous-même vos scomes. Et là, l'idée, ça va être de faire un petit oui avec la nuque, avec le menton, sans que les scomes ne se contractent. Donc un tout petit oui. À partir du moment où vous sentez une contraction des scomes, c'est qu'on est déjà été trop loin. Donc en réalité, c'est pas un mouvement qu'on va ressentir comme un échauffement musculaire. Ok, c'est vraiment des muscles profonds, des petits muscles qui vont pas renvoyer la même sensation que des muscles mobilisateurs. Ça, l'idée, c'est de les travailler sur la durée. C'est des protocoles de 10 fois 10 secondes pour commencer à réactiver un petit peu ces muscles-là. Ensuite, on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc là, on va s'autoriser la contraction des muscles superficiels. Donc c'est les scomes qui vont venir en premier. Donc vous allez aller un peu plus loin dans le mouvement. Ça va commencer à ressembler à une rétraction cervicale. L'étape d'après, ça va être d'être dans cette même posture et de commencer à décoller la tête pour laisser passer une main uniquement, pas plus. En progression, on va passer sur des modalités dynamiques. Donc là, on va venir essayer de décoller, on va même sentir potentiellement les abdominaux s'engager et revenir. Pour l'instant, on garde la rétraction cervicale. L'idée, c'est de ne pas avancer le menton. Donc ça, il faut vraiment voir ça comme un continuum avec les patients. Il y en a certains qui pourront commencer directement à cette étape, mais la majorité vont devoir commencer en isométrique basse intensité. Ce que j'aime bien maintenant, pour complexifier, c'est intégrer les rotations. Donc on se met à peu près dans la même position avec juste la main décollée d'une main. Et à partir de là, on vient travailler sur une rotation unilatérale, on revient, et rotation de l'autre côté, on revient et on repose. Là, on est sur un cas clinique. L'idée, c'est de remobiliser un peu toutes les connaissances des 2 jours. En fait, l'idée, ça va être pour eux de planifier. On leur a donné un cas avec des déficits. Et ce qu'on attend, c'est qu'ils identifient des objectifs prioritaires et qu'à partir de ces objectifs, ils puissent faire une planification. En fait, la planification, on pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez fait en kiné. Et du coup, là, on veut vraiment qu'ils se projettent sur 3 grosses phases macroscopiques, donc sur plusieurs semaines, et que sur chacune de ces phases, ils aient un exercice principal et ils puissent faire évoluer les variables de l'exercice pour vraiment maîtriser toutes les variables du renforcement musculaire. Stylé, magnifique.
Je m'appelle Solène, je suis kiné en libéral, je suis diplômée depuis 2017. Je travaille, on va dire, dans un format plutôt de 20 minutes, donc ça me permet d'avoir mes patients en individuel et après du coup, ils font leur séance en cabinet. Donc on a des bilans de 40 minutes à 1 heure. Je suis diplômé depuis 2011, donc les protocoles de renfo, tout ça, c'était quand même un petit peu vague, on va dire. On m'a appris du 3e, du 6 secondes, 3 x 10, des trucs comme ça. Ce qui finalement fonctionne, mais c'est pas précis, c'est pas adaptable. Enfin si, c'est adaptable à tout le monde, mais c'est pas efficace quelque part. J'avais fait d'autres formations où on m'a un petit peu expliqué différentes méthodes, vraiment les contours, quoi. Et je voulais vraiment aller plus loin pour être plus efficace avec les gens, pour gagner du temps dans mes rééducations et que mes traitements soient plus rapides, soient plus efficaces en tout cas. Par rapport à la formation, rien à redire. Mais l'expérience va faire que je vais être déjà beaucoup plus efficace suite à la formation, ça c'est sûr. Il y avait des choses que je connaissais, d'autres non, qui étaient très intéressantes, mais par contre, ce qui m'a vraiment touchée dans moi, ma pratique, toutes les variables. Que ce soit le nombre de répétitions, le nombre de séries, le nombre de cycles, si on fait en cycle ou non, tout ça, je pense que dès lundi, je mets en place. Oui. Ah vraiment. Je pense que je vais un peu réorganiser un peu ma vision des séances. Souvent je donne trop d'exercices, je veux trop varier aussi parce que j'ai peur que les gens s'emmerdent et tout. Je vais peut-être un peu plus cibler sur des trucs un peu plus simples mais que je sais efficients on va dire. Et peut-être un petit peu recoordonner aussi en fonction de est-ce que je suis en hypertrophie, est-ce que je veux de la force, où en est le patient pour essayer de recadrer un peu tout ça, quoi. Travail de mobilité aussi qu'il faut que j'inclue énormément. Incroyable parce que c'est ce que j'ai mis dans votre questionnaire, c'est que ça permet vraiment de ressentir comme pareil, il y avait plein d'exercices que je ne savais pas faire et donc que je ne pouvais pas enseigner. Et là vraiment, par exemple, le deadlift, de savoir le faire, je vais pouvoir l'expliquer plus tard, etc. et de ressentir. Pareil, plein d'exos qu'on a fait, de ressentir les contractions, tout ça, c'est quelque chose qu'on fait pas ou peu en temps normal. Donc vraiment le fait de pratiquer, je pense que c'est un plus et il faut passer par là pour pouvoir ensuite le faire avec les patients. Cas clinique, on imagine un patient, ils nous disent tel patient qui a ce profil-là, il s'est blessé pour telle chose, il a telle contrainte à prendre en compte et établissez des séances à phase 3 mois post-opératoire, puis 6 mois, puis 9 mois. En fait, c'est hyper visuel, c'est ce qu'on a au cabinet tous les jours. Ouais, clairement, ouais. Ouais, parce que pour chaque muscle, pour chaque groupe musculaire, on en a vu différents avec différentes alternatives en fonction des limitations. Donc clairement là-dessus, ouais. Il y en avait que je connaissais forcément, mais il y en a plein d'autres qui vont m'aider dans ma pratique. Go. Fonce. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Évidemment, tu te doutes bien que c'est qu'un petit aperçu de ce qu'on voit pendant les 2 jours parce que la formation est extrêmement riche. Mais j'espère que ça te donne déjà des pistes pour améliorer tes prises en charge dès demain. N'oublie pas de mettre un petit like ou un petit commentaire si tu veux qu'on fasse d'autres formats de ce genre où on part en immersion sur une de nos formations. Dis-moi d'ailleurs en commentaire celle que tu aimerais voir, comme ça je ferai au mieux. Et si ça t'a donné envie de venir te former en présentiel avec Training Therapy, que ce soit sur le renfo ou même d'autres thématiques, l'épaule, le genou, le périnée, la hanche, bref, j'en passe, je te remets le lien de notre catalogue de formation juste ici en haut à droite de l'écran. Mais si tu préfères le format e-learning pour améliorer tes compétences directement depuis le confort de chez toi, je te mets aussi tous les liens en description de la vidéo. Allez, prends soin de toi et de tes patients, nous on se dit à bientôt. Et ouais, si t'es allé au bout de la vidéo, commente APRE6 directement en dessous. Je veux voir qui a réussi à tenir plus d'une demi-heure parmi vous. Allez, à vos claviers.